autre bonne pratique est celle du dropout. Donc, l'idée du dropout est de forcer à zéro certains neurones de façon complètement aléatoire, et ce, à chaque itération. Donc, quelle est l'idée derrière le dropout? Ben, imaginez qu'on a un réseau qui est comme celui-ci, où ici, on a en entrée notre vecteur X, et en sortie, on a YW de X, comme d'habitude. Ben, si jamais il y a parfois il peut arriver qu'il y a certaines dimensions dans notre vecteur X qui sont plus discriminantes que d'autres. Et donc, que le réseau apprend un certain chemin, et à travers ce chemin, la bonne information se propage pour avoir une bonne prédiction. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qui arrive, quelles sont les conséquences d'une bonne prédiction. Ben, quand ça ici, mettons j'ai une donnée xi, ça c'est y de xi, ben si y de xi me retourne ti, alors c'est quoi les conséquences de ça? Ben, la conséquence de ça, alors, e dw pour cette donnée-là ici sera faible, ok, faible, voire même à peu près égal à 0, c'est vraiment la bonne prédiction. Donc, la conséquence d'avoir une loss qui est faible, le gradient ici sera faible, voire même à peu près égal à 0. Et donc, ça signifie, quand j'ai pas beaucoup de gradient, ben ça signifie que, vous savez, l'algorithme de descente de gradient nous dit que les paramètres à l'itération k plus 1 égale aux paramètres à l'itération précédente moins eta fois le gradient de la loss. La fonction de coût. Gradient, gradient par rapport au paramètre W de ED. D de W. Donc, si ça ici, ça tend vers 0, ben au fond, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de changement. D'une certaine façon, c'est un peu ça qu'on veut, c'est-à-dire que quand la loss est rendue suffisamment faible, ben, il est comme normal de penser que on a atteint le minimum global, donc il n'y a plus besoin de mettre à jour les paramètres du modèle. Mais lorsque les bonnes solutions proviennent systématiquement toujours des mêmes chemins ou du même chemin, ben ça fait que les autres neurones n'ont pas besoin de s'entraîner. En fait, les autres neurones pourraient être carrément à 0 ou proche de 0, puis ça changerait rien. Ce qui est un problème. Ça veut dire que le réseau va avoir appris à bien optimiser un certain nombre de chemins entre l'entrée et la sortie, et le reste a été négligé. Donc, ça veut dire que la capacité globale du réseau n'a pas été utilisée à sa pleine valeur, ce qui est problématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va forcer à zéro la sortie de certains neurones. Ok, on va forcer à zéro la sortie de certains neurones, de sorte que le chemin ici, qui me permettait d'avoir des bonnes prédictions, est maintenant brisé. Donc, s'il est brisé, la sortie sera probablement erronée. Si la sortie est erronée, ben là, la perte devient plus élevée, donc le gradient plus élevé, et donc les autres neurones ici, à travers laquelle il y avait peu d'informations qui passaient auparavant, mais là, ces autres neurones-là doivent apprendre, doivent voir leurs paramètres améliorés pour avoir une meilleure sortie. Donc l'idée, souvent on va appeler ça comme ça, on va dire que le dropout permet à chaque neurone d'apprendre par lui-même. Donc, et non pas, pourquoi apprendre par lui-même? C'est que si jamais un neurone ici est jamais sollicité pour faire des bonnes prédictions parce que ses poids sont mal initialisés, par exemple, ben ce neurone-là, c'est comme s'il n'existait pas. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'être mis à jour parce que les autres neurones autour arrivent à compenser. Ben, si on brise des connexions, ben ce neurone-là ici, par exemple, sera obligé d'apprendre et éventuellement de se spécialiser.
Alors, comment on fait ça du dropout? Ben, c'est relativement simple. Voici un exemple en Python. Donc, on a pris ici une probabilité de dropout de 1,5. Donc, ça veut dire qu'on a une chance sur deux de forcer à zéro la sortie d'un neurone. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un relu. Donc, ça, c'est relu. Hein? Puis relu, je vous rappelle, c'est max entre 0 et W fois X. Donc, on a W fois X plus le billet. Ici, le billet est inclus là, dans l'équation. Eux, ils mettent le billet à côté. Bon, ça va. Donc, W fois X plus le billet. Et là, le résultat de ça ici, on le compare à 0. Donc ça nous donne la sortie de la première couche. Mais là, la sortie de la première couche, on va forcer à 0 un certain nombre de neurones. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer un masque, U1. Donc, U1 et H1 ont la même dimension. Donc, c'est un tableau, par exemple, ça pourrait être, ça c'est un vecteur à D dimensions. D, c'est le nombre de neurones. Ben, U, ça sera un vecteur à D dimensions avec un nombre de neurones. Et U contient des valeurs binaires. C'est ou bien 1 ou bien 0. Et au hasard, ben, la moitié des éléments dans U1 sont à 0 et l'autre moitié sont à 1. C'est la ligne qui est ici qui détermine ça. Et là, on fait une multiplication point à point. Ça veut dire qu'on force à 0 au hasard un certain nombre de neurones. Et là, on recommence à la couche suivante. Donc, on refait ici un relu. Et ici, on va venir calculer un autre masque. On fait une multiplication point à point. Et là, arrive la sortie. Bon, ça sera un réseau à 2 couches cachées, par exemple. Bon, ça marche très bien. Ça a été longtemps démontré à nombreuses reprises que Dropout permet d'améliorer les performances d'un réseau. Un des problèmes, c'est que qu'est-ce qu'on fait en prédiction? Ben, en prédiction, si mettons que mon réseau s'est complètement entraîné, bon, c'est terminé. Et là, j'ai une nouvelle donnée X issue de mon vecteur de test, par exemple, et je veux faire une prédiction. Ben, si je reprends le code qui est ici, et que je lance ce petit bout de code-là un certain nombre de fois, une dizaine de fois, vingtaine de fois, j'aurai jamais la même prédiction parce qu'il y a une notion d'aléatoire ici. Une notion de random qui est là. Donc, cet algorithme-là est aléatoire et stochastique. Ça, c'est stochastique. Parce que ça contient un élément d'aléatoire. Donc, ça veut dire que pour la même entrée ici, la sortie sera jamais la même. Et en voici, par exemple, une illustration. Je me suis fait un petit bout de code qui fait une prédiction 3 classes, un peu comme c'est là. Donc, en entrée, on a un point qui est à la position 2.2, 1.3. La cible, c'est égal à 1. Ben, on voit ici que on a lancé 10 fois l'algorithme pour faire 10 prédictions. Et là, on obtient 10 fois des résultats différents. Et parfois, ça peut varier pas mal, là, parce que cette prédiction-là ici nous dit que la probabilité d'être dans la première classe, dans la classe 0, c'est 10%, alors que ici, c'est 24%. Donc, il y a quand même des bonnes différences d'une prédiction à l'autre. Par contre, si on prend la moyenne, donc on fait plusieurs forward pass, puis on prend la moyenne, ben on voit que en moyenne, la bonne solution, c'est la suivante, avec une probabilité d'appartenir à cette classe de presque 66%. Bon, le problème qu'il y a avec ça, le problème avec la page précédente, c'est que pour une prédiction, on doit faire n forward pass plus une somme. Donc ça, c'est beaucoup de calculs juste pour faire une seule prédiction. Donc on va voir dans le cours une notion de Monte Carlo dropout. Normalement, si on a le temps, on devrait voir Monte Carlo dropout. Et le Monte Carlo dropout, c'est je dirais que c'est une conséquence heureuse du fait d'avoir à faire n forward pass pour faire une prédiction. Mais disons que en général, si on fait pas du Monte Carlo dropout, c'est un peu problématique. Et donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est
d'approximer la sortie par l'espérance mathématique. Donc, parce qu'en fait, ce qu'on a fait ici, à la page précédente, en faisant une moyenne, la moyenne, c'est une approximation de l'espérance mathématique. Et donc, l'espérance mathématique, on peut la précalculer et de mettre ça dans notre algorithme de prédiction. Donc, par exemple, si j'ai une probabilité de dropout de 50%, donc, et j'ai une configuration qui est comme celle-ci, donc, évidemment, ça, c'est un neurone. A, c'est un neurone. Et je l'ai pas mis ici, là, mais évidemment, il y a une non-linéarité. Par exemple, relu. Et là, ça continue par là-bas. Mais A, ici, c'est ni plus ni moins, on va dire que c'est le produit scalaire entre les W et les X. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici dans A? OK, donc l'espérance mathématique, c'est quoi? Ça veut dire que si je faisais plusieurs forward pass comme ça ici, ben parfois, la sortie des deux neurones ici serait active, donc le résultat du produit scalaire en A, ça serait ça ici. Donc c'est le produit scalaire. Parfois, cette branche-là ici serait active et l'autre branche serait inactive. Donc ça me donnerait cette configuration-là. Parfois, c'est cette branche-là ici qui serait inactive, la branche ici serait inactive et la branche W2 serait active. Donc, ça me donnerait ça ici. Et parfois, les deux branches seraient inactives, donc ça me donnerait le résultat qui est là. Donc, si je fais un grand nombre de forward pass, ben, une fois sur 4, j'ai cette configuration-là. Une fois sur 4, j'ai celle-ci. Une fois sur 4, j'ai celle-ci. Et une fois sur 4, j'ai celle-là. Donc, je peux me dire que ben, en moyenne, l'espérance mathématique devrait être, finalement, mon produit scalaire divisé par 2. Puis pourquoi divisé par 2? Parce que ça, c'est la probabilité de dropout. Donc, d'un point de vue code, ça, c'est le bout de code qu'on a vu précédemment, ici. Ça, c'est le bout de code qu'on a vu précédemment. Et là, si une fois que l'algorithme est entraîné, je veux faire une prédiction, ben ce que je peux faire, c'est implémenter ce bout de code-là ici, qui est ça, c'est un bout de code qui implémente un forward pass avec des relus. Donc ça, c'est un relu, je vous rappelle. Mais on vient multiplier la sortie de chacune des couches par la probabilité de dropout. Pourquoi? Ben parce que j'ai montré ici que en moyenne, c'est ça que je vais obtenir. Et en fait, les bibliothèques de réseaux de neurones, quand on fait du dropout, très très souvent vont avoir cette configuration-là ici.